7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Pour cette vidéo, je suis accompagnée de Richard Destèze à nouveau. Merci Richard d'être avec moi. Et donc de Laurence Trochu. Bonjour madame, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes députée européenne donc au groupe ECR et vous étiez présidente du mouvement conservateur. On vous a invité ce matin pour parler de ce conservatisme. Récemment, l'élection de Trump notamment, mais aussi le changement de politique en Autriche ou en Allemagne laisse penser que les idées conservatrices sont aujourd'hui les idées d'avenir en politique. Pourtant, elles ont longtemps été accusées d'être assez passéistes. C'est un paradoxe assez intéressant. Et vous savez, le conservatisme se définit comme une politique de l'attachement. Ça, c'est la grande leçon que je retiens d'un philosophe britannique qui est Roger Scruton, qui est décédé il y a peu de temps et que j'ai eu la joie de connaître personnellement. Politique de l'attachement qui correspond de fait à ce dont les nations ont besoin. Et pourquoi ? Parce qu'on est dans une situation de crise multiforme. On est dans une situation, je dirais, où le monde danse sur un volcan, où les repères sont balayés, attaqués sur deux fronts, à la fois par les woke, en fait, qui détruisent les identités, qu'elles soient biologiques ou qu'elles soient historiques et culturelles, et puis de l'autre par un islam conquérant qui vient remettre en place un modèle civilisationnel qui est le nôtre. Et donc, évidemment, dans des temps troublés comme ceux-là, nous faisons tous l'expérience de savoir ou de chercher ce à quoi nous sommes attachés. À quoi sommes-nous attachés ? Qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin ? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de se battre ? Et les conservateurs sont là justement pour cette prise de conscience. Quand tout se liquéfie, quand tout devient liquide, eh bien, ce sur quoi on peut construire, ce à quoi on est attaché devient en fait le point de repère. Voilà. Et alors, à quoi êtes-vous attachée justement, Laurence Trochu ? Alors, si je fais toujours référence à Roger Scruton qui m'avait dit on va vous aider à construire un conservatisme à la française. Effectivement, ça n'est pas dans une tradition philosophique et politique de notre pays. Nous sommes attachés déjà à ce que nous sommes. Nous sommes attachés à notre identité géographique à l'heure où les frontières sont véritablement menacées, à notre identité historique, à notre identité culturelle, à un mode de vie, et puis, je dirais, à ce que cette civilisation qui est la nôtre nous dit de ce qu'est l'homme avec un grand H. Quand on a un ministre qui est capable de nous dire que un père ça peut être une grand-mère, on voit bien que évidemment il y a tout un tas de repères qui ont été balayés. Donc vous voyez, c'est un conservatisme qui ne se décline pas simplement sur le plan sociétal. C'est vrai que souvent la tentation en France, c'est de dire moi je suis libéral en économie, je suis patriote sur les sujets régaliens, et puis je suis conservateur sur les sujets de société. En fait, le conservatisme embrasse tout cela parce que effectivement la porte d'entrée dans le conservatisme, c'est l'attachement à la nation dans toutes ses dimensions. Aujourd'hui, les questions économiques préoccupent beaucoup de Français, justement. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui être conservateur d'un point de vue économique ? Je pense que la notion de dignité dans le travail, qui revient assez souvent, et qui est de fait un peu tarte à la crème, parce que finalement, on pourrait mettre tout un tas de réalités derrière, ça doit malgré tout nous éclairer. Pourquoi ? Parce que quand on écoute ceux qui sont en grande difficulté économique, et on l'a vu notamment dans l'actualité avec les agriculteurs, et à Bruxelles et à Strasbourg, on était bien placés pour les entendre en première ligne. La revendication qui est portée, c'est on ne veut pas avoir des aides desquelles on serait dépendant. On veut pouvoir vivre de notre travail. Et la dignité dans le travail, c'est cela, c'est pouvoir vivre de notre travail. Et un des sujets majeurs qui concerne particulièrement la France, c'est cet écart entre le salaire brut et le salaire net, entre ce que le salarié coûte à l'employeur et ce que le salarié voit au final sur sa fiche de paie et sur son compte en banque. Et on a eu ces derniers jours des grands patrons, je pense particulièrement aux patrons de Michelin, qui se sont exprimés sur ces sujets-là. Et c'est vrai qu'il y a en ce moment même la commission mixte paritaire, la CMP, sur le budget, et
ce qu'on perçoit, c'est quand même assez inquiétant parce que c'est une taxation toujours plus grande des entreprises. Et là, j'ai vu qu'hier, il était même question d'aller jusqu'à 40% pour certaines entreprises en fonction de la taille et du chiffre d'affaires. Avec le ministre de l'économie qui explique qu'il est bien normal que les plus riches paient. En tant que conservatrice, ce qui est intéressant sur cette question économique, c'est en fait le partage de la valeur. Oui. Alors, bien sûr, l'État spolie le travailleur, mais dans quelle mesure un conservatisme n'est pas aussi attaché à ce que la valeur produite par l'entreprise soit mieux partagée entre celui qui détient le capital et l'outil de production et celui qui l'opère? C'est aussi une idée gaullienne, je dirais, c'est celle de la participation. Et de fait, dans le travail, il y a cette dimension économique, il y a aussi la dimension sociale, et les deux ne sont pas indissociables. Et sur ce point, je pense qu'effectivement, la question de la motivation au travail est aussi lié à la manière dont on est associé à l'entreprise, à ses résultats bien évidemment, et à ce qu'elle y produit. Donc il y a toute une réflexion, je pense, à poursuivre en tout cas dans ce contexte-là, pour ne pas réduire la question du travail à la question purement économique. Et il n'y a pas aussi un constat à faire sur la difficulté qu'ont les grandes entreprises à rester des organismes humains une fois qu'on emploie 10 000, 100 000, 200 000 personnes, et on sent à quel point la classe politique française et l'administration française adorent les grands ensembles et détestent la PME et la TPE. Est-ce qu'au contraire, il n'y a pas là un terrain favorable au conservatisme pour faire revivre des initiatives petites? Et vous voyez d'ailleurs que la gauche, quand elle veut taxer les profits, quand elle veut s'attaquer au capitalisme, elle ne vise finalement que, elle ne comprend l'économie que sous l'angle des grandes entreprises. Et c'est ça qui est assez terrible, parce que l'économie française, elle est tissée par ces petites et moyennes entreprises. Et là, je fais le lien avec des sujets qui sont des sujets européens. C'est le deuxième angle de la fragilité des entreprises françaises, quelle que soit leur taille. C'est la surtransposition des normes. C'est aussi tout cet étouffement de l'économie par des règles iniques qui sont fixées par des institutions européennes, que le gouvernement français se fait fort de renforcer en voulant laver plus blanc que blanc. Et la deuxième revendication qu'on entend évidemment, c'est celle de libérez-nous de ce carcan, parce que en fait on étouffe, on est dans des situations de concurrence complètement déloyale quand on permet d'importer en France des produits qui sont fabriqués selon des critères et des normes que nous n'autorisons pas à nos propres producteurs français. Voilà, donc il y a évidemment après, selon la taille de l'entreprise, des répercussions qui sont différentes, mais ça étouffe en priorité les petites et moyennes entreprises. Laurence Trochu, vous êtes députée européenne et vous faites ce constat aujourd'hui d'une Union européenne qui a tendance à étouffer la France à bien des niveaux par ses réglementations, entre autres. Comment est-ce que justement vous vous positionnez entre la France et l'Union européenne dans votre rôle politique ? Je me positionne selon le principe de subsidiarité qui est un des piliers des conservateurs, à savoir que nous confions à l'Union européenne, selon des traités qui sont plus ou moins satisfaisants d'ailleurs, mais nous confions à l'Union européenne des sujets sur lesquels nous sommes plus forts quand nous les traitons ensemble. Et force est de constater qu'aujourd'hui, l'Union européenne se mêle de tout, y compris de ce que nous ne lui avons pas confié. Donc, c'est pour ça que je ne dis pas que je suis député européen, je dis que je suis député français au Parlement européen. Et la distinction est de taille parce que je suis là-bas pour défendre les intérêts français. Est-ce que c'est quelque chose que partagent d'autres pays ? On a l'impression que les Français tiennent absolument à défendre une idéologie, alors que les Italiens, les Espagnols, les Polonais considèrent que, quel que soit le bord auquel ils appartiennent, ils sont d'abord là pour défendre leur pays. Exactement. Et il y a de fait une ambiance au Parlement européen qui est, sur ce plan-là, très agréable. Parce que c'est vrai que en France, on est mangé par le politiquement correct. Il y a une liberté de propos et de ton qui nous vient des pays que vous avez cités, qui nous vient aussi de l'exemple récent des États-Unis, et qui fait du bien.
Et de fait, je pense sur ce point que c'est une chance en fait de siéger au Parlement européen pour y porter la défense des intérêts français. Est-ce que l'un des enjeux, ce serait pas de redéfinir aujourd'hui ce que l'on entend par le mot progrès, puisque justement on l'opposait souvent à votre conservatisme. Alors vous avez commencé à y répondre, mais voilà, est-ce qu'on pourrait s'attarder sur cette notion de progrès? Et vous, comment est-ce que vous percevez l'avenir? Oui, vous savez, nos adversaires, on va dire politiques et idéologiques, disent des conservateurs qu'on vit dans le passé, qu'on vit dans la naphtaline, on pourrait dire. Le conservateur, c'est celui qui cherche l'équilibre. Et en ce sens, il se distingue des nostalgiques qui considèrent que c'était forcément mieux avant. Et il se distingue des progressistes qui assurent que ce sera forcément mieux demain et que donc on peut faire table rase du passé et voire même d'un certain présent. Le conservateur, c'est celui qui va considérer que pour avoir des ailes, il faut avoir des racines, on va dire, et qu'un arbre de fait ne se déploie que s'il est enraciné. Et j'évoque là une philosophe que j'aime beaucoup aussi, qui est Simone Weil, qui disait que, d'ailleurs de l'enracinement, que c'était un besoin fondamental de l'âme humaine. Et si en fait nous sommes enracinés, ça n'est pas pour nous enterrer, c'est au contraire pour transmettre. Et quand nous avons commencé à travailler sur le conservatisme, donc ça date quand même de 2018 avec Sens commun, on l'a résumé autour de 5 verbes, qui sont d'ailleurs des verbes d'action et qui montrent à quel point c'est un engagement, je dirais, de combat. Recevoir, aimer, protéger, améliorer et transmettre. Donc ça montre bien que on n'est pas figé de manière nostalgique dans une époque, mais qu'on est là pour transmettre aux générations futures avec ce sentiment de responsabilité à l'égard de nos enfants et petits-enfants. Alors, je peux... Oui. Concernant cette transmission, Laurence Trochu, il y a un sujet qui vous tient particulièrement à cœur et qu'on étudie beaucoup en ce moment, c'est celui de l'éducation sexuelle à l'école, justement, car nos enfants sont généralement les premiers à subir les délires progressistes qu'on évoque donc régulièrement à notre antenne. Oui, effectivement, ce fameux EVARS. Et moi, j'ai alerté très tôt, avant même que le débat ne soit public, parce que au départ, il y a eu un rapport du CESE. Rapport du CESE qui avait pour objectif de contribuer à la réflexion et qui de fait a été remis à la ministre de l'époque qui était Anne Genetet. J'ai écrit au président du CESE pour lui dire mon objection, j'ai écrit aussi à la ministre Genetet et j'ai fait savoir effectivement les points qui me paraissaient problématiques, notamment dans cette déconstruction de l'identité avec cette obsession du genre qui revient à tout bout de champ, et puis dans le rapport du CESE, quelque chose de particulièrement important qui était la dépossession des parents de leur rôle d'éducateur, puisqu'il y avait même évoqué la création d'un délit qui viserait les parents qui s'opposeraient à ce que leurs enfants entendent ces délires par le biais de l'école. Le président du CESE m'a accusé de diffuser des fake news, donc je l'ai mis au défi d'un débat en lui laissant le choix des armes et du média dans lequel cela pourrait avoir lieu. Je n'ai pas eu de réponse. De même, j'avais demandé un rendez-vous à la ministre Genetet, je n'ai pas eu de réponse. Mais toujours est-il que dans la dernière mouture qui nous est parvenue hier ou avant-hier, on voit que sont maintenus des éléments hautement problématiques autour de l'identité de genre, puisque dès l'introduction, et là je cite, il rappelle que le programme contribue à la lutte contre les discriminations opérées sur le fondement de l'identité de genre. Et dès la classe de 5e d'ailleurs, le programme prévoit de travailler sur la différenciation entre le sexe et le genre. Et vous voyez, quand je disais que le conservatisme c'était une politique de l'attachement à des repères. C'est des enfants de 5e, ils ont 11, 12 ans, à qui on va déjà proposer pas simplement des faits objectifs, un sexe masculin, un sexe féminin, mais auxquels on va dire que de cette réalité objective, on peut inventer en fait des orientations de genre qui ne seraient pas en phase avec la réalité biologique. Et puis évidemment après, plus on monte dans les classes et plus l'idéologie est prégnante, puisque effectivement à partir de témoignages, notamment en classe de seconde, on invitera les élèves à faire cette distinction et à
comprendre que identité et genre ne correspondent pas systématiquement. Et puis, il y a des moyens pédagogiques qui sont inadaptés aux âges des enfants, alors même qu'ils estiment, eux, que ce parcours est progressif. Et puis, il y a, je pense aussi, ce problème autour de la notion de stéréotype, puisque souvent, c'est pour casser les stéréotypes de genre que tout cela est fait. Et des attaques contre la famille, puisque à partir de là sont proposés différents modèles familiaux, proposés comme des exemples en fait. Je voudrais revenir sur la position du CESE. Quand on va sur leur site, il y a une espèce de foire aux questions où ils expliquent même à un moment donné que, bien sûr, le CESE n'a pas les moyens, en fait, de proposer une politique répressive des opinions déviantes. Et donc, les opinions déviantes n'étant pas du tout le fait d'expliquer qu'on peut être une licorne, mais au contraire, le fait d'expliquer qu'on ne peut être qu'un homme ou qu'une femme. Et donc, il y a vraiment une volonté, en fait, de judiciariser et de pénaliser, de criminaliser ceux qui ne pensent pas pareil. Comment est-ce que le CESE justifie ce délire normatif ? C'est sur ce point que, justement, j'attendais son président, parce que, de fait, la mesure, au-delà du contenu programmatique qu'il suggérait, la mesure qui me semblait la plus choquante, c'était celle-là. C'était la dépossession des parents de leur rôle d'éducateur. Si vous éduquez mal vos enfants, vous inquiétez pas, on va les redresser par le biais de l'école, et de fait, on crée aussi une méfiance vis-à-vis de l'école qui pourtant est déjà bien abîmée. Et il y a une subtilité parce que dans la réponse qu'il faisait à ma demande, il mentionnait que bien sûr, il considérait que les parents étaient les premiers éducateurs de leurs enfants. Sauf que il entendait par là premiers éducateurs au sens chronologique, c'est-à-dire que de fait, les parents sont les premiers à être en contact avec leurs enfants. Là où moi j'entends premier, par ordre de priorité, voyez, et il jouait sur cette ambiguïté pour me dire qu'en fait on était bien d'accord et qu'il n'y avait pas de problème. Et ce délire normatif, évidemment qu'il faut que les parents, en soient conscients, ce qui n'est pas si simple parce que de fait, au-delà du brouhaha qui est fait autour de l'EVARS, je ne suis pas certaine que tous les parents aient eu accès à la réalité de ce qui allait se passer, d'où ma volonté de vous en parler ce matin, bien évidemment, de mener ce combat dans les médias et aussi au niveau politique, parce que c'est une conception politique de l'éducation. Enfin, je dirais, on est en plein délire collectiviste, dès lors qu'on considère que ce n'est plus aux parents d'élever leurs enfants, mais à la société de le faire. Mais Vincent Peillon le disait déjà, le ministre socialiste de l'Éducation, et même l'admirable Macron, dont chacun sait à quel point la paternité a été féconde, nous explique que l'État doit se prendre en charge les enfants dès le premier jour et pendant les 1000 premiers jours, dès l'instant de la conception ou presque. Exactement. L'État est censé être là pour accompagner, voire se substituer à la famille. Mais la famille et l'école sont attaquées et menacées conjointement, avec des moyens qui sont en fait complémentaires. C'est-à-dire que en même temps, par exemple, François Hollande avait complètement cassé le congé parental qui permettait aux parents de prendre soin de l'enfant jusqu'à ses 3 ans dans des conditions financières qui étaient assez intéressantes. Ça a été démonté. Ce faisant, ça a impliqué que les enfants allaient plus rapidement en crèche, à un moment où pour autant il manque de places de crèche, et puis l'âge obligatoire de l'entrée à l'école qui a également été avancé. Donc en fait, tout est fait pour couper l'enfant de ses parents le plus tôt possible, et parce que l'école est conçue comme un outil au service d'une cause. Et vous voyez, ce qui est paradoxal, c'est que finalement, cette gauche qui se dit libérée de toute morale et de tout carcan, nous impose sa propre morale. Et de fait, quand nous n'y adhérons pas, au mieux, nous sommes des conservateurs et des réacs. Au pire, nous sommes l'affreuse extrême droite. Est-ce que vous avez quand même de l'optimisme pour l'avenir, Laurence Trochu? Parce que vous l'avez dit, cette gauche, elle est souvent très sourde aux contradictions qu'on peut lui opposer. Aujourd'hui, quand vous vous levez le matin et que vous choisissez de mener ce combat, est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois que c'est vain? Alors, j'aime bien le mot combat parce que je me souviens d'une discussion avec Paul-Marie Couteau
qui m'avait dit « Laurence, ce dont on a besoin, c'est d'un conservatisme de combat. » Et c'est exactement cela. Et ce combat, moi, je le mène au niveau européen. J'ai choisi de siéger dans la commission Femmes et Égalité des genres, qui est ce laboratoire du wokisme. Et c'est un choix, parce que en 10 ans d'existence de cette commission, certains m'ont rapporté que jamais il n'avait été possible de contrecarrer les propositions de la gauche. Et là, grâce à une union intelligente entre les différentes composantes de droite du Parlement européen, eh bien, nous y arrivons. C'est-à-dire que non seulement nous arrivons à bloquer des amendements de la gauche la plus caricaturale, on va dire, mais en plus, nous arrivons nous-mêmes à remporter quelques victoires. Et là, un des sujets qui me tient à cœur est celui de la pornographie. Et il va être possible, je pense, y compris avec des composantes de gauche d'autres pays, de réfléchir dans ce contexte où les médias et les réseaux sociaux sont vraiment perçus maintenant comme des menaces pour les enfants et particulièrement pour les jeunes filles. Il va être possible de poser enfin cette question de la dégradation du corps de la femme dans la pornographie. Donc, vous voyez, on va réussir à poser des jalons et encore une fois avec une liberté de parole qui est propre au Parlement européen. Vous savez, la gauche et les progressistes remportent des victoires parce que nous sommes faibles. Et par faiblesse, j'entends timidité aussi. Ils ont une audace et un culot que nous devons avoir parce que leur prétention à détenir la vérité et à l'imposer n'a de puissance que parce que nous ne clamons pas nous-mêmes avec la même fierté ce que nous sommes. Et de ce fait, j'évoque à nouveau Roger Scruton qui disait « Vous verrez, un jour, être conservateur en France, ce sera une fierté ». Oui, effectivement, cette justification, on tombe souvent dedans, que ce soit en France ou au niveau européen. Vous voulez sortir de cette posture toujours d'attaquer pour être les assaillants. Oui, parce que en fait, c'est le piège de la droite dite de gouvernement, à laquelle j'ai appartenu quand j'étais chez LR, quand même pendant 7 ou 8 ans. En fait, une droite qui considère que ce qu'on a le droit de dire et même de penser est fixé par la gauche. Et que toute sortie de route par rapport à ces injonctions de la gauche nous classe d'emblée dans une catégorie qui ne serait pas respectable. Et là, il faut sortir de ce piège-là. Il faut sortir de ce piège-là, et c'est la raison pour laquelle moi j'ai fait ce travail avec le mouvement conservateur et que je continue à le faire aujourd'hui auprès de Marion Maréchal avec Identité Liberté. Qu'est-ce que c'est qu'être de droite en fait, et pas simplement en fonction de ce que la gauche nous dit et nous fixe comme point de repère. Et c'est pour ça qu'on ne pourra pas faire l'impasse sur une approche conservatrice si nous voulons de fait que la droite soit à nouveau capable de proposer des solutions aux Français. Est-ce que vous pensez que les valeurs que vous allez proposer, donc avec tout ce travail que vous faites pour redéfinir ce qui est aujourd'hui être de droite, ce sont des valeurs derrière lesquelles vont pouvoir se rassembler les gens? On parle souvent d'union des droites, alors au niveau français, mais aussi au niveau européen. Voilà, comment est-ce que vous... Vous savez, je pense déjà qu'il y a du bon sens et un rapport à la réalité qui doit caractériser la droite, là où la gauche s'enferme dans des idéologies. Justement, dans cette commission Femmes et Égalité des genres que j'évoquais, à un moment, je leur ai posé la question, je leur ai dit, mais en fait, qu'est-ce qu'une femme ? Personne n'a été capable de répondre, et personne n'a voulu répondre. Précisément parce que empêtré dans ces considérations entre biologie, sexe biologique et identité de genre. On en est là quand même. Et donc, je pense que ça paraît peut-être un peu banal, mais de dire qu'on va revenir à du bon sens et à de la réalité, ça, les Français le conçoivent. Et c'est aussi parce que la politique s'est complètement déconnectée de la réalité qu'il y a ce désamour et ce désengagement vis-à-vis de la politique. Quand on regarde sur l'échiquier européen ce principe de réalité, on est surpris de voir, par exemple, en Allemagne, un mouvement de gauche être violemment contre l'immigration, avec cette alliance qui a surgi de quelqu'un qui est toujours
idéologiquement censé être ancré à gauche, mais qui tient un discours qui est supposé être celui de droite. Oui. Et on a l'impression, en fait, qu'en France, conservatisme et droite sont complètement attachés, ontologiquement liés, alors que des positions de préférence nationale, des positions de régulation de l'immigration, des positions de simple réalité biologique sont partagées dans d'autres pays par des gens positionnés à gauche ou supposés être à gauche. Parce que le principe de réalité, heureusement, finit toujours par rattraper, je dirais, le bon sens, mais on a en France, je pense, des blocages qui sont liés aussi à notre histoire. Et c'est vrai que les conservateurs ont souvent été classés du côté de la contre-révolution, et en ce sens, voilà, ils ont perdu, je dirais, ou ils n'ont pas acquis la légitimité que le nouveau monde révolutionnaire donnait, et il reste entaché, je pense, par cette histoire. Là où effectivement, dans d'autres pays, il n'y a pas cette histoire et cette confrontation sanglante. Mais je crois malgré tout que en France, vous voyez, regardez par exemple, François Bayrou a commencé par parler de sentiment de submersion migratoire. Il n'est pas allé jusqu'à parler de submersion migratoire en elle-même, mais ça fait bouger les lignes. Ça veut donc bien dire que les idées qui n'avaient pas le droit d'être citées il y a encore 2 ou 3 ans sont aujourd'hui sur la table de manière beaucoup plus décomplexée, tout simplement parce que ce lien entre immigration et insécurité, ce lien entre immigration et fragilité économique, nous l'avons sous les yeux, et tous les rapports qui sont égrenés le disent. J'entendais notamment cette semaine au Parlement européen un expert de Europol qui très très librement faisait ce lien entre immigration et insécurité. Et en France, voilà, le voile commence à être levé, mais petit à petit, cette réalité-là, voilà, il suffit d'ouvrir les yeux pour la voir. Alors, la CDU s'est brièvement alliée à l'AfD. Est-ce que là aussi, c'est un tremblement de terre ou juste une petite secousse ? Non, c'est très intéressant de voir, déjà en Italie, regardez Giorgia Meloni qui a été pionnière dans les coalitions. Alors, encore une fois, ça correspond sans doute plus à l'organisation de la vie politique italienne qu'à la vie politique française. Mais il faut que nous évoluions vers ce modèle de coalition qui est le seul à même de faire gagner les idées de droite sur la base, je dirais, d'un socle commun. C'est ce que nous avons commencé à faire avec Marion Maréchal lors des précédentes législatives, lorsque nous avons décidé de travailler avec Éric Ciotti pour l'UDR et avec le Rassemblement national dans cette coalition de candidats qui se soutiennent les uns les autres plutôt que de candidats qui seraient opposés les uns aux autres. Et ce modèle-là, il faut le décliner pour les municipales. Il faudra le décliner en cas de législative si toutefois il y avait à nouveau une dissolution. Parce que c'est la seule solution. En fait, les forces de droite, aucune ne peut dire qu'elle gagnera seule. Voilà, il faut faire 51%. Donc, c'est la seule solution pour que les Français voient enfin des solutions réalistes et de bon sens redresser notre pays. Vous parliez de Giorgia Meloni, elle a commencé à travailler, elle, de son côté, pour développer une collaboration, en tout cas, imaginer la façon dont elle pourrait travailler avec Donald Trump. Est-ce que c'est une question que vous avez commencé à traiter, vous aussi ? Vous savez, Donald Trump, il vient secouer un petit peu tout le monde. Alors, on ne peut que se réjouir, évidemment, notamment des mesures anti-woke qu'il a commencé à prendre avec une grande efficacité. Je pense notamment à l'interdiction des transitions de genre pour les mineurs. Mais c'est aussi un challenger. C'est-à-dire que son slogan America First, évidemment, ça signifie qu'il ne fera pas de cadeaux aux nations européennes. Et donc, soit nous nous réveillons et nous nous disons, à nous finalement d'être dans une saine émulation pour retrouver de la compétitivité, soit nous continuons comme nous le faisons en ce moment avec cet excès normatif et
et ces prélèvements à n'en plus finir, et nous perdons définitivement toute compétitivité. Donc là, moi, je vois au Parlement européen des élus s'en effrayer. Moi, je pense qu'au contraire, c'est une période de compétition qui s'ouvre devant nous, mais à condition que nous puissions prendre les bonnes décisions, parce que ce qui a été fait jusqu'à présent nous bride plus que ça ne nous donne les moyens, justement, d'être des bons compétiteurs. Est-ce qu'il n'y aura pas un effet pervers de l'élection de Trump avec tous les progressistes européens qui veulent montrer que c'est eux qui tiennent bien haut le flambeau de la liberté et de l'intelligence et qui, par principe, vont prendre l'exact contre-pied de toutes les mesures de bon sens qui peuvent être prises rarement aux États-Unis? Ouais, ils tremblent en fait. Moi, je le vois au niveau du Parlement européen. Les progressistes ont peur. Les progressistes ont peur parce que ils se disent « Ah, tiens !» Tout à coup, et je pense que pour le coup, c'est un état d'esprit qu'ils voient en face d'eux, parce qu'aujourd'hui, évidemment, tout n'a pas porté des fruits dans un délai aussi court. Tout ne s'est pas traduit en changement législatif aux États-Unis, mais ils se disent que finalement, ça y est, ils vont avoir en face d'eux une vraie droite qui n'aura pas peur. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'insistais énormément sur l'audace que nous devons avoir, parce qu'il y a aussi un affrontement psychologique que nous devons gagner pour ne pas nous laisser submerger par ces idées de gauche. Laurence Trochu, il nous reste un peu plus d'une minute. On a certains auditeurs qui nous écoutent qui sont dégoûtés de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous leur diriez à ces auditeurs ? Je leur dirais que ce dégoût, je le comprends, notamment parce que l'Union européenne s'est aussi construite sur un hold-up. Je pense à Maastricht, évidemment. Mais je leur dirais que ça peut aussi, précisément parce que dans d'autres pays, à l'échelle nationale, des victoires sont remportées, eh bien que ça peut être pour nous un tremplin. C'est-à-dire que ça peut nous permettre, en nous inspirant de ce qui se fait dans d'autres pays, de construire des majorités qui seront des majorités gagnantes. Vous savez, on a fréquemment parlé du Mercosur ici. Le Mercosur, vous voyez bien qu'il est en train, à travers le Green Deal, tout ça est en train de s'effriter. C'est-à-dire que ces obligations qui ont été faites et qui ont condamné notre économie, elles sont en train d'être détricotées. De même, les mesures woke, nous sommes en train de les combattre avec certains succès. Donc, ce qui a été fait contre nos intérêts peut aujourd'hui être défait, précisément parce que il y a à l'Union européenne des alliés avec lesquels nous pouvons réellement travailler. Laurence Trochu, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes députée européenne, donc au siège, vous siégez au groupe ECR, vous étiez présidente du mouvement conservateur. Merci Richard de Sèze d'avoir mené cet entretien. Merci de m'avoir autorisé à être là. Voilà, merci beaucoup Laurence Trochu. Bon courage pour votre combat politique. Merci aussi de vous engager là-dedans. On sait tout le travail que ça représente. Et puis à très bientôt. À très bientôt, merci.